La puissance, si on lui donne un sens positif, c'est le potentiel créatif des choses ou de la nature. Et puis le pouvoir, c'est une forme de domination. Et je pense que c'est un des défauts de la civilisation occidentale, dont la philosophie occidentale est en partie responsable, à partir de Platon. C'est-à-dire une confusion entre la volonté de puissance au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire une volonté de domination, et puis la légitime expression de la puissance personnelle ou collective, c'est-à-dire des capacités de création, etc. Et comme on confond les deux, il y a beaucoup de gens qui mettent leur potentiel au service d'une recherche de la domination. Et cette domination se concentre. Et justement, l'arme nucléaire et l'énergie nucléaire aussi sont intrinsèquement des outils de concentration du pouvoir, de centralisation, de structuration pyramidale et de confiscation de confiscation des décisions par une poignée de gens qui décident pour les autres. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que Platon a une certaine responsabilité, parce que dans la République, le dialogue de la République, il prévoit une domination aristocratique d'une poignée d'individus qui décident pour les autres et qui mentent aux autres. C'est ce que Platon appelle le beau mensonge, dans l'intérêt de la collectivité, parce que eux, ils sont censés savoir mieux que les autres ce qui convient à la collectivité. Donc c'est les antipodes évidemment de la démocratie. C'est de la démocratie représentative, on a besoin de représentants du peuple, et donc c'est ce type de démocratie auquel on est confronté en France et un peu partout, et qui était déjà le problème de l'époque. Oui, enfin justement, mais Platon n'était pas pour la démocratie représentative, il était pour l'aristocratie. C'est Socrate qui était pour la démocratie. Et en un sens, je trouve que Platon a trahi son maître Socrate, son maître à penser, son maître en rien du tout, mais son maître à penser quand même, enfin son inspirateur, disons. Il l'a trahi parce que Socrate était je crois, un authentique démocrate. C'était quelqu'un qui obéissait à la loi de la cité, parce qu'il faut une loi pour organiser, etc. Mais qui, quand la cité, quand le pouvoir lui ordonnait quelque chose qu'il estimait injuste, il désobéissait. Par exemple, quand au moment de l'occupation d'Athènes par Sparte, c'est ça, en 404 avant Jésus-Christ, et où il y a eu donc des collaborateurs, les 30 tyrans qui ont pris le pouvoir à Athènes. Ils ont ordonné à Socrate d'aller arrêter un opposant. Et Socrate, non, il est resté chez lui, il attendait qu'on vienne l'arrêter, lui, parce qu'il estimait que cet ordre était injuste. Et voilà, donc... D'autres fois également, en sens inverse, quand l'injustice se commet contre lui, c'est-à-dire quand il est condamné à mort pour des motifs tout à fait... en fait, c'est des règlements de compte politiques, enfin, tout à fait injustes. Donc Socrate, le démocrate, comment se défend-il quand il est mis directement en cause ? Eh bien, il se défend lui-même, il se défend très bien, il montre, et il a failli d'ailleurs renverser la majorité du procès, dans son procès, puisque en fait il était plus ou moins condamné à l'avance, et puis il a fait fluctuer les juges, mais pas assez. Il avait très peu de temps ça devait se décider dans la journée, donc il a très peu de temps pour les changer d'opinion. Donc il a été condamné à mort, et on lui propose, un de ses meilleurs amis
ami vient le voir dans sa prison et lui propose de s'évader. Ça n'aurait pas posé de problème majeur. Et finalement, il refuse parce qu'il dit, si moi je me place au-dessus de la loi de la cité, chacun peut en faire autant, donc j'introduirais un plus grand désordre dans la cité que si j'accepte cette injustice. Autrement dit, Socrate accepte la loi de la cité, il se place d'une certaine manière au-dessus de la loi, parce qu'il se place au point de vue moral. Mais il se place, il reste juste, c'est en ce sens qu'il est subversif, c'est qu'il place la morale au-dessus de la loi, de la législation. C'est-à-dire que la justice pour lui n'est pas seulement la légalité. Tu vois, mais en même temps, quand lui-même est victime d'une injustice, il préfère obéir à la loi pour ne pas introduire de désordre supplémentaire, ne pas justifier en quelque sorte la désobéissance généralisée. Tu vois. Ouais, bon. Il vaut mieux mourir en martyr quand on s'appelle Socrate que de vieillesse lamentablement. Oui, ça peut avoir été un de ses motifs, mais je ne pense pas que ce soit le motif principal, bien qu'il le dise dans son dans le. C'est un magnifique point d'orgue, enfin magnifique. Oui, c'est ça. C'est sûr que sa mort fait qu'on parle encore de lui, tu vois, même à Sainte. Le dimanche 20 mars 2011. Alors qu'on n'était pas parti pour ça. Exactement. Mais tu sais, j'ai visité le Père-Lachaise le week-end dernier. Ouais. Là, et la tombe la plus visitée, et alors sans conteste, sans comparaison, celle de... Aucune idée. Jim Morrison. Ouais, bon, bah pourquoi pas. Qui est mort au fait de sa gloire. Qui est, le fameux... Tout à l'heure, il y avait derrière nous la musique des Doors. Et donc c'est... alors qu'il y a beaucoup d'illustres au Père-Lachaise, eh bien c'est la tombe de Jim Morrison qui est largement, mais alors largement fait venir du monde entier, hein, les gens. Voilà. Donc ça veut dire que les gens qui sont morts comme ça, un peu brutalement et au fait de leur gloire, marquent forcément un peu plus l'histoire que... voilà. Oui, c'est possible. C'est sa mort à... Oui, bon, on parle aussi d'un certain Jésus-Christ, je crois qu'il est mort à 33 ans. On en parle encore. Hein. Bon, il y a des morts, mais il y a des morts glorieuses, alors que les morts du nucléaire dont on est confronté dans l'actualité sont des morts sourdes. Oui. J'essaie de te ramener. Là je rame, hein, j'essaie de le ramener sur le sujet. Attends. Pourquoi était-on parti là-dessus? Alors moi j'aime bien ça. Les interviews où rien n'est prévu, ça j'adore. Hein. Je